Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Des gens experts dans leur domaine, donc ce sont autant de compétences qui travaillent isolément jusqu'alors, qu'on a vocation à faire travailler ensemble. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va bien. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre une nouvelle fois à distance, donc là, si je dis pas de bêtises, moi je suis toujours localisé en Suisse, mais toi tu es donc dans les bureaux ou chez toi ? Dans les bureaux, chez Bonne Gueule, rue du Mail à Paris. Ouais, vous arrivez à vous organiser, il y a du monde mais pas trop, tout le monde bosse un peu de partout ? Tout le monde n'est pas trop, peu dans les bureaux, beaucoup à la maison. Voilà, tout à fait. Et donc, Christophe, tu es un peu le monsieur RH de Bonne Gueule que je vais te laisser présenter. Et on va voir pourquoi est-ce que je présente en tant que monsieur RH, référent RH, plutôt qu'un titre précis. Et ça, on en parle un peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, est-ce que tu peux pitcher Bonne Gueule comment est-ce qu'on raconte Bonne Gueule en 2020 ? Alors, Bonne Gueule, c'est un média à l'origine, un blog dédié aux vêtements qui a été lancé en 2007 par Benoît Vostanka, qui a été rejoint ensuite par Geoffrey Bruyère, peu de temps après. Quelques années plus tard, ils ont lancé leur propre marque de vêtements, considérant qu'à force de donner des conseils, il était cohérent de proposer une marque et de mettre en œuvre ces conseils via une marque. Après, ils ont ouvert des boutiques. Ils ont commencé par un web, un site de e-commerce, ensuite des boutiques. Et donc, désormais, on est une petite cinquantaine à faire un média d'une part et à produire des vêtements, à les vendre d'autre part. Toujours avec les deux cofondateurs à la tête du navire. Et donc, la marque ou le blog Bonne Gueule, c'est né en 2007 pour remettre un petit peu de perspective, et l'entreprise en tant que telle en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Bonne Gueule a la spécificité, entre guillemets, de s'être longtemps autofinancée. Et vous avez relevé assez récemment 6,5 millions d'euros, c'est ça ? C'est ça, juste avant le confinement. On a eu beaucoup de chance d'avoir des investisseurs qui ont conservé leur confiance accordée à Bonne Gueule malgré le contexte économique tendu. Et alors, je disais, monsieur RH, référent RH, avant d'aller plus loin sur le contenu de cet épisode, pourquoi dis-je ça ? C'est quoi ton job, ce qui te prend le plus de temps au sein de Bonne Gueule à l'heure actuelle ? Et je crois bien que c'est pas les RH. Non, c'est pas les RH. J'ai été recruté en tant que rédacteur en chef, ce qui est mon métier premier. Je suis journaliste depuis toujours. J'ai dû naître journaliste et je mourrai journaliste. Et en fait, au bout de quelques mois de présence chez Bonne Gueule, des sujets RH m'ont été remontés. Probablement parce que j'ai eu beaucoup d'expérience de manager, de rédacteur en chef. Mon premier job de rédacteur en chef, c'était en février 99. Voilà, et on est en 2020, donc ça fait quelques années que je pratique l'exercice. Et donc, quand on est manager et rédac chef, a fortiori à la tête de grosses rédactions, les sujets RH, on les prend à bras le corps, j'ai envie de dire. On peut pas les laisser traîner. Et quand j'ai vu que des difficultés émergeaient parfois chez Bonne Gueule, j'ai eu à cœur à trouver des solutions aux problèmes qui se posaient. Et donc, naturellement, les choses se sont passées comme ça. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce mouvement, et vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est qu'en fait, en réalité, donc, Bonne Gueule, c'est une entreprise qui, en termes de démographie, je pourrais dire, est relativement jeune, au sens où les deux fondateurs, je crois que c'était dans leurs premières expériences professionnelles, en tous les cas, il n'y a pas une très très longue expérience de salarié avant Bonne Gueule. J'imagine que la moyenne d'âge de l'équipe est relativement jeune également. Et dans tous les cas, ce que ça crée, c'est que toi, en ayant vécu des situations professionnelles différentes dans d'anciennes vies, peut-être à défaut d'un rôle de DRH, en tout cas, tu as néanmoins une exposition très forte à des enjeux managériaux, d'équipe, etc. C'est ça, ouais. J'ai pas mal de recul, pas mal d'expérience dans des entreprises importantes. Auparavant, j'étais au sein du groupe TF1, donc une espèce de mastodonte. Mais j'étais au premier jour du lancement du quotidien 20 minutes, où là, on était en mode start-up avant de devenir aussi un grand média. Donc, je connais un peu tous les périmètres RH, je vais dire.
Et alors, ça va être justement le sujet, de cet épisode, de cette discussion. La particularité entre guillemets, de Bonne Gueule, qui n'en est pas une, parce que c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de jeunes entreprises, et start-up, c'est, que, bah, finalement vous êtes arrivés, jusque à au joli chiffre de 50, personnes, dans le bateau, et finalement vous pas commencé, mais vous avez passé un gros coup d'accélérateur sur la structuration des pratiques et chantiers RH, j'allais dire presque, si j'étais un petit peu taquin, que maintenant. Et là où je me permets d'être taquin, c'est que précisément, c'est quelque chose qui arrive très souvent en startup de se dire bon, bah finalement, on a fait les choses comme on les a faites d'un point de vue humain, et quelque part, les fondateurs, fondatrices jouent souvent un très bon rôle là-dedans. Et il y a un moment donné où on se retourne et on dit ok, non, mais là, on est à un point où il va falloir qu'on apporte une structure un petit peu différente, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, on se rend compte quand on atteint une taille critique, ce qui est notre cas, avec des compétences assez variées, puisqu'on a quand même des départements dans les boutiques qui sont au nombre de 5 aujourd'hui. On en ouvre une à Lille bientôt, dans le courant du mois de novembre. D'autres boutiques vont arriver ensuite dans le cours des prochaines années. On a développé la partie e-commerce, on a développé le média évidemment, on a une partie branding désormais qui est avec un département dédié, on a développé notre pôle produit avec des gens experts dans leur domaine. Donc ce sont autant de compétences qui travaillent isolément jusqu'alors, qu'on a vocation à faire travailler ensemble, à structurer de telle façon à ce qu'ils aient eux tous des interlocuteurs communs, partagés, euh, des référents, j'ai envie de dire, qui sont leurs managers, mais pas uniquement. On a besoin de gens qui englobent l'ensemble des problématiques RH. Et effectivement, la question se pose maintenant parce qu'il faut le faire d'une part, parce que la loi nous y contraint d'autre part, Mmh. et c'est logique à un moment donné de se pencher sur ces sujets. Et alors, du coup, bah, on va faire, tout, vraiment cet épisode pour essayer de décrypter, le bon passage, de cette phase où on fait des RH, sans le savoir, ou de manière, peut-être un peu moins structurée, au moment où on commence à apporter de la structure. Et si ça te va, moi j'aimerais bien repartir, pas du début, mais en tout cas de l'état avant l'état actuel, à savoir avant que tu récupères un peu cette casquette et cette responsabilité de référent RH. Comment tu décrirais, la réalité, de l'organisation humaine, de Bonne Gueule? À savoir, est-ce que c'était autogéré? Est-ce que c'était un job que faisaient les 2 fondateurs, un peu comme ils pouvaient? Est-ce que, il y avait des problèmes? Enfin, en gros, ça ressemblait à quoi, l'organisation, humaine à tous les niveaux de Bonne Gueule avant, que, tu t'y mettes un petit peu plus? D'accord. Alors, pour info, on en est vraiment aux prémices de nos réflexions. Je suis encore dans une phase exploratoire, j'ai envie de dire. Donc, pour le moment, on a autant, et c'est ce qui fonctionnait, ça fonctionnait de cette façon jusqu'alors, on avait autant de managers pour autant de pôles. Donc, mon prédécesseur à la rédaction en chef était à la tête du média, et qui était une entité à part. Il y avait quelqu'un qui s'occupait déjà du e-commerce, beaucoup sous la houlette de Geoffrey. Et donc, la mayonnaise prenait parce que les deux fondateurs étaient très impliqués dans le quotidien de la boîte. Mmh. Et plus la boîte grossit, moins ils seront amenés à être dans le quotidien, et plus à prendre de la hauteur, être dans la stratégie, dans le moyen ou long terme. Donc chaque manager travaillait pas dans son coin, parce que tout le monde travaille plus ou moins ensemble, mais la dimension RH était prise en compte par ces managers, aidés de Geoff et Ben, qui avaient les mains dans le cambouis, pour parler simplement. Et donc oui, ce que l'image qui me vient, et tu me dis si ça traduit, la réalité, c'est qu'en gros, avant, on pense que voilà, on parle d'une cinquantaine ou peut-être un peu moins de personnes à l'époque, mais en réalité, c'était organisé, presque en une somme de différentes tribus, orientées soit autour des boutiques, autour, C'est du ça. média, et cetera. C'est ça. Et le ciment, c'était Geoff et Ben, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais désormais, on rajoute d'autres briques sur le mur. Mmh. Et alors, en parlant de ciment, est-ce que vous aviez ou est-ce que vous avez, fait un travail, qui, se fait assez classiquement, de bien consolider des éléments de valeur ou de culture, pour justement qu'il y ait un ciment, non, structurel RH au sens process, mais vraiment, d'ADN, de l'entreprise? Alors, la réponse est oui. Bonne Gueule s'est créé dès les débuts sur la base des valeurs édictées par Geoffrey et Benoît, qui sont extrêmement fortes, qui nous sont prioritaires, qui nous sont primordiales. Moi, dans ma fonction actuelle, et quoi que je fasse d'ailleurs au sein de l'entreprise Bonne Gueule, je suis très vigilant à ce qu'elles soient pérennes, ces valeurs. Et effectivement, c'est ce sur quoi reposait beaucoup l'organisation de Bonne Gueule.
on emploie beaucoup un terme que moi je n'aime pas du tout et ça fait beaucoup rire au sein de la boîte, le terme de bienveillance. Donc Benoît et Geoffrey sont très attachés à la bienveillance. Moi, je suis attaché à ce qu'on le fasse parce qu'on ne le dise pas. Voilà. Et c'est des discussions qu'on a de façon quasi infinie et qu'on aura tout le temps, je crois. Débat de valeurs. Et tu peux nous les donner rapidement, les Donc, 3 ou les X valeurs. je vais mettre la bienveillance dedans. C'est de la transparence. Alors la transparence à l'égard du fonctionnement de la boîte, c'est-à-dire que nos lecteurs savent à peu près tout de ce qui fait le fonctionnement de Bonne Gueule. Transparence sur les vêtements que l'on commercialise, sur la fabrication. Transparence de nos conseillers. Les conseillers en boutique ne sont pas vraiment des vendeurs. Ils offrent par exemple une heure de coaching à qui s'inscrit au préalable évidemment pour avoir des conseils en vêtements pendant une heure. Donc on donne une heure à cette personne pour l'aider à se sentir bien dans ses vêtements parce que c'était vraiment le pitch de départ de Bonne Gueule. Donc voilà, ça procède de toutes ces valeurs d'échange, de simplicité, d'agilité et d'écoute et de respect. Ce sont des éléments primordiaux selon moi. D'accord, donc la bienveillance, même si le terme fait débat, et la transparence et effectivement, tous ces autres, éléments structurants, de valeur. En fait, Et donc la bienveillance me dérange parce qu'on l'emploie à tort et à travers et c'est quasi devenu du bullshit pour moi. Mais bon. C'est pas faux, c'est pas faux. Enfin, on va pas je ne me lancerai pas dans ce débat avec toi aujourd'hui parce que j'imagine que, il serait passionnant mais un petit peu long, mais je comprends bien, ce dont tu parles. Et alors du coup, ce que j'entends, c'est que finalement avec, une entreprise qui est organisée en petites tribus, parce que structurellement c'est fait comme ça chez vous, des valeurs qui sont, édictées et qui ont été partagées, très vite par les fondateurs et des fondateurs qui faisaient, le liant, et qui s'assurait d'avoir un côté très opérationnel main dans le cambouis. Finalement, en fait, l'organisation humaine de Bonne Gueule a tenu, tenait assez bien jusqu'à un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices. Et à quel moment vous êtes commencé, comment dire, vous avez commencé à vous dire soit que la planche était en train de vibrer un peu trop, soit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour passer au niveau du dessus. À quel moment on passe de ce système de bon, allez, ok, en fait, ça fonctionne pas mal hein, et on peut être fier de nous, à bon, allez, on passe la seconde parce que soit là, il y a des problèmes et où il y a des marches à gravir. En fait, ça n'a pas fonctionné comme ça. On n'a pas raisonné de cette façon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait il y a peu une offre de service à Benoît et Geoffrey en leur disant que j'avais envie de m'investir dans les RH au sein de la boîte. De rester rédacteur en chef parce que je suis toujours journaliste et j'ai envie de le rester. J'aime beaucoup mon équipe, j'aime beaucoup les sujets que l'on traite, donc j'ai envie de le rester, de garder cette fonction. Et donc j'ai fait une offre de service et c'est sur la base de ces réflexions qu'on a décidé d'avancer en ce sens. Et aujourd'hui, on en est toujours à la phase de réflexion. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour que la boîte soit correctement structurée et que les gens s'y sentent bien. Parce qu'en fait, si j'ai envie d'être référent RH, si j'ai envie de prendre ces sujets, c'est pour que les gens aient plaisir à travailler. J'ai la conviction profonde que on ne travaille jamais aussi bien que quand on est bien dans ses pompes dans sa boîte. Et alors, tu me vois venir à des kilomètres sur ma prochaine question. Dans ton cœur à toi d'aspirant référent RH, qu'est-ce qui t'a motivé, au-delà d'un intérêt personnel, à te dire intérêt personnel au sens que ça t'intéresse, voilà, c'est quelque chose qui te plaît, à te dire: «Non, voilà, c'est peut-être le moment où il y a quelque chose à faire là-dessus, chez BG, et j'ai envie de prendre la casquette». Qu'est-ce qui t'a motivé ou qui t'a donné envie de porter cette offre de service? Et le premier élément, c'est la qualité des gens, la qualité humaine et professionnelle des gens que je suis amené à côtoyer chez Bonne Gueule. Je te cache pas que s'ils avaient été à l'avenant des gens que j'ai pu côtoyer dans mes carrières précédentes, j'aurais certainement pas fait cette proposition. Mais Bonne Gueule est composé de gens compétents humainement, ce sont vraiment des gens top. Et j'ai envie de prendre en compte tout ce qui relèvera de leur vie professionnelle. Alors, dans mon domaine de compétences, évidemment. Euh, Mmh. mais je vais prendre l'exemple des formations. Quand on est une jeune boîte, les formations sont souvent un peu délaissées. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas le temps de prendre en compte parce que on est happé par le quotidien. Mais dans les faits, la formation, c'est important et je veux donner la possibilité aux gens en interne de progresser, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être même de bouger en interne. Je trouve que la mobilité interne est intéressante. Peut-être que certains sont arrivés au bout d'un chemin dans leur fonction chez Bonne Gueule, mais il peut y avoir un autre chemin chez Bonne Gueule et peut-être pas ailleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, pour répondre à ta question, globalement, ce sont les gens que je suis amené à côtoyer ici qui m'ont donné cette envie. J'ai un goût pour le management au sens large. Alors, pour le coup, là, il est très transverse.
J'ai beaucoup encadré d'équipes sur un seul sujet, celui d'une rédaction. Donc là, moi, ce sont des gens dont j'ai pas les compétences, mais je trouve intéressant d'apprendre, de mieux apprendre leur mode d'emploi respectif. Mmh. Et est-ce que tu avais eu, ou tu avais entendu, des retours, des demandes, des manifestations particulières de la part des équipes, sur ces sujets? On m'a souvent sollicité, oui, pour avoir des avis. Alors, c'est hélas souvent quand il s'agit de conflits. Donc, c'est soit certains managers avaient des conflits avec leurs collaborateurs, soit des collaborateurs avec leur N+1. C'est souvent venu comme ça. C'est là où cette fonction que je pourrais avoir a émergé. Donc quelque part, dans des ch du vécu et du quotidien, et ça a fait émerger, l'intérêt de venir structurer tout ça pour que tout le monde vive mieux, dans son boulot et se grandisse, en même temps que la boîte, quoi. J'ai pu aider parfois à mettre l'église au milieu du village. D'accord et ben, écoute, fort de ce constat-là et j'entends bien et on va vraiment, rester dans cet esprit-là, que c'est un travail qui est encore en cours et que vous êtes justement au tout début. C'est ça qui est un peu, excitant parce que du coup, on peut, voir par quelle boule prendre. Qu'est-ce que vous avez, envisagé comme étant les chantiers, numéro un ou les priorités, pour, vraiment, commencer à structurer, une boîte telle que Bonne Gueule? Quelque part, quand on a fait les choses de manière, entre guillemets «organique et naturelle», et quand, il s'agit de structurer, on commence par où? Alors là, le travail a déjà commencé, hein. Il a commencé par des recrutements de managers confirmés, j'ai envie de dire des seniors managers. Et dans mon esprit, le management intermédiaire, l'encadrement intermédiaire est la pierre la plus solide, la plus importante de la dimension RH. Mmh. Chaque manager est RH de son propre service. Mmh. Je leur demande souvent d'être des capteurs de signaux faibles. C'est eux qui voient leurs collaborateurs, c'est eux qui les côtoient, qui voient leurs expressions du visage. Des fois, on n'a pas besoin de parler avec quelqu'un pour voir qu'on a un problème. Il suffit de le regarder, de l'observer, de voir quelqu'un qui arrive tout en retard, par exemple, ou qui est démotivé, qui se replie sur lui-même. Ce sont les managers qui sont les mieux à même, les managers directs, qui sont les mieux à même de relever ce genre de choses. Donc, le mouvement a commencé par le recrutement de ces personnes. Euh, et là, pour le coup, je pense qu'il faut un peu d'expérience. Il faut de l'empathie, évidemment, il faut de l'écoute, il faut de l'observation, mais il faut avoir été confronté à des cas de figure assez variés, assez différents pour pouvoir appréhender les choses, voir ce qui relève du personnel et du professionnel. On est dans un monde désormais où il est compliqué d'imaginer quelque chose de complètement imperméable entre les deux. Quelqu'un qui a des problèmes perso, on ne peut pas lui demander de les laisser dans l'ascenseur en arrivant au bureau. En tout cas, moi, Mmh. je le conçois difficilement, donc si on peut aider les gens à ce titre-là, je trouve que c'est bien. Et de la même façon, fait en sorte à ce que les problèmes professionnels, les gens ne les emportent pas trop au bureau, mais on sait que ça peut être compliqué également. Donc la première chose, c'est que ce sont ces managers qui sont au nombre de un peu moins de 10 aujourd'hui chez Bonne Gueule. Ce sont les premiers relais selon moi. Et maintenant, il s'agit de mettre des connexions, un peu comme des atomes, entre toutes ces composantes, entre tous ces managers. Donc la structure, elle va passer par là en fait. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir un big boss des RH qui supplée à toutes les fonctions de tous les managers. Il est impossible d'imaginer que le RH se substitue à eux. Mmh. C'est leur, Donc c'est ce que les gens ouais. veulent le faire au quotidien. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que vous avez gardé votre ADN, alors ça c'est mes mots, hein, mais de tribu, mais la partie enfin, le premier mouvement, ça a été, de nommer ou de recruter quelqu'un, de plus senior, sur chaque tribu, ce qui a eu pour effet, j'imagine, d'une part de soulager la tâche des 2 fondateurs parce que ça leur crée moins de direct report, hein, si pour utiliser un terme anglais, Oui, et également, d'apporter dans chaque équipe, un vécu un peu différent, ce qui a aussi pour effet d'apporter, des regards différents sur des situations. c'est ça. Avec suffisamment de recul pour rester, comment dire, je préconise au sein de la boîte d'être relativement pragmatique, hein. Donc des fois, on a eu des situations de crise à gérer, de crise managériale, de crise avec des lancements qui ont moins bien marché que d'autres, par exemple, des crises de trésorerie, des choses comme ça. Et l'expérience aidant, on est relativement pragmatique par rapport à ça, et ça nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mmh. Et vous les avez, déjà tous, embarqués ces managers ou il vous manque vous avez encore des trous, des équipes sur lesquelles, vous recherchez des personnes? Pour l'instant, j'ai l'impression que l'équipe est quasi complète.
Alors peut-être que j'ai pas toutes les infos, mais je crois qu'on est pas mal. Et est-ce que tu vois déjà des premiers impacts et au niveau, de l'entreprise, des collaborateurs et collaboratrices et éventuellement des fondateurs? Enfin d'avoir justement cette couche de Oui, management oui. intermédiaire qui se structure? Oui, complètement. Je le vois, parce que comment dire? On met en place des process qui n'existaient pas tout à fait jusqu'alors. Donc chaque, pôle est, de plus en plus autonome, tout en restant connecté avec les autres. Il ne s'agit pas de travailler en autarcie, évidemment. Mais moi, je vois on pose beaucoup de structures. Le reporting est, selon moi, de meilleure qualité que par le passé, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler également. Donc oui, le bénéfice me semble vraiment important, et je considère qu'aujourd'hui, je vois bien chaque manager patron de son entité, de son département ou de sa tribu, pour reprendre le terme que tu évoquais tout à l'heure. Et alors, donc ça, c'est une première base de la manière dont vous avez pris les choses, donc de structurer un mode qui existait déjà, mais pour le rendre peut-être plus à même de passer à Consolider. l'échelle dans le futur. Et qu'est-ce que vous avez mis d'autre en place ou qu'est-ce qui est dans les cartons de ce que vous voulez mettre en place pour apporter de la structure et faire passer une marche à vos pratiques RH? Bah, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir te répondre. C'est un peu trop tôt. On est vraiment, comme je te le disais, dans la phase exploratoire. Donc, il s'agira d'échanger avec eux pour voir quelle est leur vision des choses, quels sont leurs besoins. Pour moi, une fonction RH est aussi une fonction support. C'est pas dégradant comme terme. On est là pour aider, pour faciliter, pour mettre de l'huile dans les rouages. Donc, la première chose à faire serait de les écouter. Eux qui sont au D'accord. contact des équipes. Là, on parlait de manager, moi je parlais de manière plus générale. Qu'est-ce que tu identifies, comme étant, des sujets RH? Alors je pense, alors j'en sais rien, au recrutement, à, toutes les, pratiques, administratives qui arrivent quand on commence à dépasser 50 collaborateurs. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, pour toi et qui est un chantier RH sur lequel tu as envie, que vous vous penchiez? Eh bien, je vais à nouveau pas te répondre, je suis désolé. Pour dire que je vais échanger avec eux sur leurs besoins au niveau des recrutements. Moi, je connais pas beaucoup les besoins en recrutement au cours des prochains mois. Donc, ils vont me faire une expression de besoin, et c'est sur cette base-là qu'on va réfléchir à notre façon de nous organiser qui sera la plus adaptée. D'accord, donc vous n'avez pas encore de velléité particulière, à faire évoluer un process de recrutement ou quoi que ce soit en On va interne? rééchanger avec Benoît, Geoffrey et puis Bertrand, notre directeur administratif et financier, la semaine prochaine en l'occurrence, pour définir les contours de là où pourrait être mon intervention. D'accord, bon, pour le coup, on est, vraiment in situ, quoi, si si je comprends bien. On est- Et tu parlais un peu de la formation, aussi, ça c'est un point important parce que la partie RH, dans l'idée, c'est aussi de travailler au développement RH, donc faire grandir. C'est quoi tes convictions ou en tout cas tes intentions à ce sujet? La première, c'est à chaque fois que quelqu'un manifeste le souhait d'être formé, quel qu'en soit le sujet, quel qu'en soit le domaine, c'est de l'écouter avec soin. Moi, j'aime beaucoup les gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie d'une formation, j'ai envie d'apprendre. Alors, c'est pas toujours en conformité avec les besoins de la boîte, euh, mais ça peut décupler la motivation du collaborateur. Donc, la première chose, c'est de ne pas considérer que c'est soit du temps perdu, parce que quand on mobilise quelqu'un pendant une semaine entière sur une formation, on a un trou dans la raquette et on se dit mais qui va faire ce que cette personne ne pourra pas faire parce qu'elle sera en formation. Donc il faut aller au-delà, donc soit la remplacer, soit pallier son absence avec d'autres collaborateurs, soit mettre en stand-by certains projets. Il faut accepter de mettre cette personne entre parenthèses au bénéfice de la boîte, parce que ce qui lui est bénéfique à elle nous sera bénéfique au final. Donc la première chose à faire, c'est de prendre en compte ces demandes avec soin, avec sérieux, d'y répondre. Il m'est arrivé dans beaucoup d'entreprises que les demandes de formation soient formulées sans qu'on y réponde. Donc oui, c'est légitime, non, ça ne l'est pas, c'est trop cher, j'en sais rien, on n'a pas le temps. Oui, peut-être, oui, plus tard. En tout cas, il faut donner des réponses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'entreprise peut identifier des besoins réels de formation pour faire progresser le collaborateur. Et je trouve que c'est hyper important que l'entreprise ait envie de voir ses collaborateurs progresser, grandir, pour les fidéliser, pour faire en sorte qu'ils soient longtemps dans l'entreprise, investis. Je trouve que c'est central, mais ça repose vraiment beaucoup sur l'écoute, sur les perspectives.
Mmh. Et peut-être juste pour, illustrer ça, que ce soit dans les intentions que peut avoir l'entreprise, vis-à-vis de la montée en compétences des collaborateurs ou les besoins qui sont exprimés, tu peux nous donner quelques exemples de thématiques, soit qui ont été, régulièrement exprimées, soit que vous vous identifiez, même si c'est pas des promesses, hein, c'est pour voir à quoi ça ressemble les sujets sur lesquels, c'est intéressant, d'envisager la formation des collaborateurs et collaboratrices? Alors pour l'instant, on a envisagé que des formations assez courtes, mais par exemple au pôle produit, on a fait dispenser quelques formations sur la maille, la fabrication des vêtements. Alors on Mmh. a des gens qui connaissent leur sujet évidemment, mais dont l'expertise va aller encore plus loin. Chez moi, au pôle édito, j'aimerais que l'un de mes journalistes soit formé à l'interview, parce que c'est Mmh. quelqu'un qui est très talentueux, mais qui n'est pas journaliste à la base. Et l'exercice de l'interview me semble intéressant. Mon community manager, j'aimerais qu'il soit formé à l'animation de communauté Mmh. pour renforcer encore le lien très étroit qui ont été tissés avec notre communauté, qui est vaste, hein, qui nous est fidèle. Je pense qu'il y a encore mieux à faire à ce titre-là. Il y a des formations en copywriting. Pour l'instant, donc, ce sont des formations assez ciblées qui répondent à des problématiques particulières. Ouais, et vraiment de la montée en compétences sur le métier de chaque, personne, en tout cas, c'est vraiment très vertical. Ouais, c'est très très Et intéressant. il y a des gens, moi, quelqu'un dans mon équipe a demandé à prendre des cours de japonais. On travaille beaucoup avec le Japon pour nos vêtements. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai pas un besoin immédiat pour l'entreprise, mais en revanche, il m'intéresse de répondre positivement à sa demande. Donc, on est en train de voir quelle formule on peut prendre. Et tu mettais vraiment en perspective, la formation sur l'évolution, des carrières et des parcours. Ça, pareil, est-ce que tu as des premières pistes de, réflexion, d'intention, de conviction sur ce sujet? Non, parce que l'an prochain, je verrai plus les comptes rendus des entretiens annuels d'évaluation pour voir là où les gens en sont dans l'entreprise. Globalement, les gens qui sont dans la boîte sont là depuis moins de 5 ans. Donc, il s'agit de... J'ai pas une vision suffisamment claire. J'ai envie de dire en 360 pour donner une réponse précise. Mais pour autant, ce que tu disais, c'est que tu commences à sentir le fait que, l'enjeu d'offrir des perspectives, pardon, aux collaborateurs, commence à devenir, important. Ah bah, c'est primordial. C'est Oui, tout primordial. à fait. Ce qui Quelqu'un, était peut-être moins le cas dans une entreprise de 10-12 personnes. c'est ça. C'est ça. D'autant que, après, ça dépend de la croissance, mais euh, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va avoir besoin de nouvelles compétences. Et si ces nouvelles compétences sont en interne, via des formations, je trouve ça très intéressant d'offrir cette opportunité aux collaborateurs. Donc alors, si, là ça je vais faire une petite conclusion, sur cet épisode. Si j'ai bien compris, dans l'idée, une entreprise comme Bonne Gueule a finalement su assez bien s'organiser, humainement en ayant, vraiment des valeurs fortes, qui étaient bien présentées par les cofondateurs, une implication, des cofondateurs, pour permettre d'assurer du lien entre des équipes qui étaient organisées, finalement en petits pôles ou tribus. Donc tribu, c'est mon mot et pôle, a priori, c'est plutôt le tien. Oui. L'un des premiers enjeux, que toi tu as vu pour, justement permettre à toute l'entreprise, de grandir, de peut-être structurer certains aspects en RH, ça a été d'abord de recruter des personnes plus seniors pour, vraiment être manager de chacun de ces pôles, d'être très à l'écoute du développement RH, notamment sur la formation et les systèmes de parcours ou de perspectives pour les collaborateurs, même si pour l'instant c'est encore en cours de construction. Et que, finalement, une fois qu'on est, sur ces 2 sujets, qui sont, vraiment des sujets de croissance des collaborateurs, toi, tu considères qu'après les autres aspects, les aspects de recrutement, quand on a des bons managers et ben, l'idée, c'est d'être à leur écoute sur leurs besoins là-dessus, mais qu'on a résolu une partie du sujet? Clairement. Bon et ben écoute, ça me semble pas mal tout ça. Dans l'idée, pour bien faire les choses, faudrait que je puisse, rééchanger, avec toi pour le match retour, si possible autour d'un vrai café, dans 1 ou 2 ans pour voir où est-ce qu'on en est une fois que tout ceci est mis en place. On débriefera de nos échecs et de nos réussites. Tout à fait, c'est comme ça que ça marche. Bah, écoute, Christophe, je te propose de passer tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie, d'échanger avec toi? Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail probablement à christophe.joly@bonnegueule.fr. Et sinon, vous tapez mon nom sur LinkedIn et vous le trouvez facilement également. OK, on mettra donc le lien dans la description de l'épisode. Ensuite, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Alors, il y a eu les fameux les accords Toltec dont on parle beaucoup, que je trouve toujours intéressant à lire. Moi, il y a un petit livre que j'aime bien qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée,
Ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais encadrant il y a quelques temps, où j'avais une grosse équipe et j'avais tendance à me replier sur moi. Et en fait, le repli sur soi peut te faire mourir. Et c'est l'histoire de ce chevalier qui se croit fort et en fait qui a une armure complètement rouillée qui l'empêche de marcher ou difficilement, qui l'empêche de boire, qui l'empêche de manger. Il finit par mourir s'il garde cette armure. Donc ça veut dire qu'il faut rester ouvert et ne pas se protéger de façon artificielle. Donc Voilà. c'est un petit roman ou une petite nouvelle? Oui, c'est une petite histoire, une petite nouvelle. Et puis un livre dont je ne me rappelle plus le titre sur la communication non violente. C'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs? C'est ça. De Marshall Rosenberg, ouais, un grand classique. Vous Vraiment. utilisez la communication non violente de manière institutionnalisée chez Bonne Gueule ou c'est juste quelque chose que toi tu utilises? Moi, j'y suis sensible et pour l'instant, elle est en œuvre chez Bonne Gueule sans que ce soit édicté. D'accord, vous le faites entre guillemets organiquement, très bien. Bon, bah écoute, est-ce que tu as une personne en tête que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast? Comme tu le sais, on est en train de préparer la saison 2 et on a eu déjà plein de bonnes idées de personnes. Est-ce qu'il y aurait comment dire, des RH ou des fondateurs, fondatrices de start-up qui t'impressionnent et que tu aimerais qu'on contacte? Pas encore. Pas encore. Peut-être que la prochaine fois, on se verra, je te donnerai. Comme je te le disais, je suis au tout début de ces réflexions et je n'ai pris que la moitié de ma casquette. J'ai à peine. Voilà. Alors, je ne peux que, petit instant auto-promo, je ne peux que t'encourager à écouter les autres épisodes du podcast dans lequel il y en a plein des passionnants et passionnantes. Donc, ils sont déjà passés par le micro en tous les cas. Et ben, c'est avec plaisir que je les écouterai. Christophe, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, il me reste plus qu'à te dire à très vite. Et puis, rendez-vous donc d'ici quelques temps pour la suite des épisodes. Le débrief. Avec plaisir. Merci À Alexis. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.